Un homme est assis dans une pièce sans fenêtre. Devant lui, une enveloppe fermée. À l'intérieur de cette enveloppe, un morceau de papier sur lequel sont écrites des coordonnées géographiques. Des chiffres, rien d'autre. L'homme ne sait pas ce qui se trouve à ces coordonnées. Il n'a jamais vu de carte. Il n'a reçu aucun briefing. On lui a juste tendu l'enveloppe et on lui a dit « Décris ce que tu vois ». Il ferme alors les yeux et il commence à parler. Il décrit un complexe souterrain, des tunnels, des installations militaires, des silos. Il donne des détails d'architecture, des matériaux, des dimensions. Il dit qu'il perçoit des uniformes, des noms sur des portes de bureaux, des documents dans des classeurs verrouillés. L'homme s'appelle Ingo Swann. Il est new-yorkais, médium de profession, et les coordonnées qu'on lui a données correspondent à une base militaire soviétique ultra secrète que les satellites américains n'avaient jamais réussi à cartographier correctement. Ces descriptions correspondent au plan de la base. Nous sommes en 1972, et ce qui vient de se passer dans cette pièce sans fenêtre va convaincre la CIA, la DIA, la Defense Intelligence Agency et la NASA de dépenser 20 millions de dollars sur une période de 20 ans pour explorer une idée que la plupart des scientifiques du monde considèrent comme de la pure superstition. L'idée que certains êtres humains peuvent voir ce qui se passe à l'autre bout du monde avec leur seul esprit. Ce programme a eu de nombreux noms au fil des années. Skynet, Real Flame, Center Lane, Sunstrike. En 1991, tous ces sous-projets ont été regroupés sous un nom unique, un nom de code tiré d'un dictionnaire au hasard, comme MKUltra avant lui, le projet Stargate. Ce soir, Obscura ouvre ce dossier, pas pour vous dire que les pouvoirs psychiques existent, pas pour vous dire qu'ils n'existent pas, mais pour vous raconter ce qui se passe quand un gouvernement, le gouvernement américain dans ce cas, décide que la question mérite 20 millions de dollars, 2 décennies de recherche secrète et le recrutement d'une escouade d'espions officiellement désignés comme voyants à distance. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé, et les documents le prouvent. Pour comprendre pourquoi des services de renseignement aussi sérieux que la CIA ont financé un programme de voyance, il faut comprendre le contexte. Nous sommes au début des années 1970. La guerre froide bat son plein, les États-Unis et l'URSS s'affrontent sur tous les terrains, militaires, technologiques, spatial, idéologiques. Et dans ce contexte de paranoïa permanente, les analystes américains guettent le moindre signal d'alerte venant de Moscou. Un jour, un rapport atterrit sur le bureau de la CIA. Les soviétiques, selon des sources de renseignement, dépensent des sommes considérables pour explorer le phénomène psychique, télépathie, télékinésie, précognition, perception extrasensorielle. Des films clandestins font le tour des agences de renseignement occidentales. L'un des deux montre une ménagère de Leningrad qui s'appelle Nina Kulagina. Sur les images, elle semble déplacer des objets sans les toucher, rien que par la force de son esprit. La CIA ne sait pas si c'est réel, mais elle ne peut pas prendre le risque que ce soit réel et de ne pas le savoir. Raisonnement classique de la guerre froide, si les soviétiques investissent dans quelque chose, c'est qu'ils ont une raison. Et si cette raison est valide, les Américains doivent combler le retard au plus vite. On appellera ça le Psychic Gap, le fossé psychique, l'exact équivalent du missile Gap qui avait fait paniquer Washington quelques années plus tôt. En 1972, la CIA finance ses premières expériences sérieuses à l'Institut de recherche de Stanford en Californie, le SRI. 2 physiciens y travaillent sur ces questions, Russell Targ et Hal Puthoff. Ils sont sérieux, publient dans des revues scientifiques et tentent de donner à leur expérience la rigueur méthodologique qui manquait aux recherches précédentes. C'est là qu'ils recrutent Ingo Swann, et c'est là que tout commence vraiment. Swann propose d'affiner le protocole. Au lieu de demander au sujet de voir des cibles floues, il développe ce qu'il appelle le CRV, Controlled Remote Viewing, la vision à distance contrôlée. Un protocole précis, reproductible, avec des étapes définies. Le sujet reçoit uniquement des coordonnées géographiques. Il ne sait rien de plus, et il décrit ce qu'il perçoit mentalement. Les résultats obtenus au SRI sont suffisamment troublants pour que la CIA décide d'industrialiser le processus. En 1977, un programme militaire officiel est lancé à Fort Meade
dans le Maryland, sous la supervision de l'ADIA. Une unité de 15 à 20 personnes, officiers militaires, civils, scientifiques, va passer les 2 décennies suivantes à tenter d'utiliser des voyants à distance comme outil d'espionnage. Ce n'est plus de la recherche fondamentale, c'est une opération de renseignement. Bienvenue dans le projet Stargate. La question que tout le monde se pose est celle-ci. Est-ce que ça a fonctionné? La réponse honnête est parfois, de manière inexpliquée, oui. Voici quelques-unes des opérations documentées dans les archives déclassifiées de la CIA, publiées intégralement en 2017 sur la plateforme Crest. Premier cas. Corée du Nord, année 1980. Les voyants de Stargate sont chargés de localiser des tunnels d'infiltration souterrains construits par l'armée nord-coréenne sous la frontière avec la Corée du Sud. Les tunnels sont enterrés à plusieurs dizaines de mètres de profondeur, invisibles par satellite, indétectables par les méthodes de renseignement traditionnelles. Selon les documents déclassifiés, les voyants de Stargate ont correctement identifié l'emplacement du 20 de ces tunnels. 20 tunnels, dont plusieurs ont été physiquement confirmés par des équipes de génie militaire. Deuxième cas. 1981. Le général de la brigade, James Dozier, officier de l'OTAN en poste en Italie, est enlevé par les Brigades Rouges, un groupe terroriste marxiste. Les autorités italiennes et américaines n'ont aucune piste sérieuse sur l'endroit où il est retenu. Une équipe Stargate est mobilisée. Un voyant décrit une ville du nord de l'Italie, un appartement à un étage élevé, des détails sur la disposition des pièces. Dozier est retrouvé 42 jours plus tard à Padoue, dans un appartement correspondant à la description. Le général sera libéré sain et sauf lors d'un raid des forces spéciales. La CIA, dans ses propres documents, note prudemment que la corrélation entre la description du voyant et l'endroit réel était significative. Elle ne dit pas que le voyant a sauvé la vie du général. Elle dit que la corrélation était significative. Troisième cas, 1986, Muammar Kadhafi s'apprête à se faire bombarder. Les États-Unis préparent l'opération El Eldorado Canyon, les raids aériens sur la Libye. Avant l'opération, des voyants Stargate sont sollicités pour tenter de localiser Kadhafi et prédire ses déplacements. Les résultats sont jugés utiles par les planificateurs militaires. Quatrième cas, guerre du Golfe, 1991. Des voyants sont utilisés pour tenter de localiser des missiles Scud iraniens mobiles, une des priorités absolues de la coalition internationale, car ces missiles pouvaient frapper Israël et déclencher un embrasement régional. Les résultats sont, là encore, jugés partiellement corrects dans les rapports internes. Cinquième cas, le plus étrange de tous. Le 22 mai 1988, un voyant de Stargate reçoit une mission inhabituelle. On lui demande de visiter la planète Mars. Mais pas la planète Mars telle qu'elle est aujourd'hui. La planète Mars telle qu'elle était il y a 1 million d'années. Ce document existe. Il est disponible sur le site de la CIA. Il est intitulé « Exploration de Mars, 22 mai 1988 ». Le voyant, dont l'identité est toujours classifiée, décrit une série de structures sur la surface martienne, des pyramides, des canyons profonds, des formes architecturales qu'il interprète comme les vestiges d'une civilisation disparue. Il décrit des êtres humanoïdes, grands et minces, qui semblent fuir une catastrophe climatique imminente. Les agents qui supervisent la session, lorsqu'ils demandent au voyant de décrire ces êtres, lui posent une seule question. Sont-ils encore en vie? La réponse transcrite dans le document est « Ils essayent de survivre ». Est-ce que ces descriptions correspondent à quoi que ce soit de réel sur Mars? La NASA ne le pense pas. Aucun orbiteur martien n'a jamais confirmé ces visions. Mais le fait que la CIA ait financé une session de vision à distance sur la planète Mars il y a 1 million d'années, que cette session ait eu lieu, qu'un agent gouvernemental l'a soigneusement retranscrite, et que ce document ait été classifié pendant des décennies avant d'être rendu public, ce fait-là est indiscutable. Et il pose une question très sérieuse. Qu'est-ce que la CIA cherchait vraiment à savoir? Derrière les documents, il y avait des hommes et des femmes. Ingo Swain, le pionnier, dont les descriptions de bases soviétiques avaient tout déclenché. Il avait développé le protocole CRV, qui structurait tout le programme. Il était new-yorkais, excentrique, prolifique, auteur d'une 20aine de livres. Il n'a jamais prétendu comprendre comment ses capacités fonctionnaient. Il disait simplement qu'elles fonctionnaient.
Pat Price, ancien policier de Burbank, Californie. Recruté dans les années 1970, il était considéré comme l'un des voyants les plus précis du programme. En 1974, on lui a donné des coordonnées géographiques correspondant à un site soviétique secret dans les montagnes du Caucase. Il a décrit des installations souterraines, des machines, un cylindre métallique de grande taille et des noms inscrits sur des documents classifiés. La CIA a plus tard confirmé que plusieurs de ces descriptions correspondaient à des installations réelles qu'elle avait identifiées par d'autres moyens. Price est mort en 1975 dans des circonstances que certains ont jugées suspectes, mais sa mort a été classée comme naturelle. Joseph McMonigle, major de l'armée américaine à la retraite. Il est souvent décrit comme le voyant le plus documenté du programme. Selon ses propres témoignages et les rapports officiels, il a participé à plus de 500 sessions de vision à distance pendant la durée du programme. Il affirme avoir contribué à localiser des otages, des sous-marins soviétiques, des installations nucléaires cachées. Son dossier Stargate comporte des rapports jugés significatifs ou très significatifs dans la majorité des cas évalués. McMonigle est toujours vivant au moment où j'enregistre ce script. Il continue de pratiquer la vision à distance. Il continue de soutenir que le phénomène est réel. Et il continue de demander une réévaluation sérieuse des données recueillies pendant les 20 ans du programme. Puis il y avait les autres, les moins médiatiques, des officiers militaires ordinaires qui avaient été recrutés après avoir signalé des expériences inhabituelles, des rêves prémonitoires, des intuitions inexplicables qui s'étaient avérées exactes. On les formait au protocole CRV, on les testait, et certains d'entre eux, selon les rapports internes, obtenaient des rapports statistiquement supérieurs au hasard de manière répétée. Statistiquement supérieurs au hasard. C'est la formulation prudente que les scientifiques du programme utilisaient pour justifier leurs résultats. Pas preuve de télépathie, pas confirmation de la voyance, juste statistiquement supérieur au hasard. Ce qui, dans les termes de la recherche scientifique, est déjà une anomalie qui mérite explication. Un détail qui illustre à lui seul l'ambiguïté de ce programme. À la fermeture officielle du projet en 1995, selon un article du magazine Time, 3 voyants travaillaient encore à temps plein pour le gouvernement américain à Fort Meade, avec un budget annuel de 500 000 $. La CIA venait de décider de fermer le programme, faute de résultats suffisants pour justifier son utilisation opérationnelle. Et pendant ce temps, elle payait encore 3 voyants à temps plein. Un d'entre eux, selon les sources, utilisait des cartes de tarot. Je vous laisse avec cette image. En 1995, la CIA commande une évaluation indépendante du programme à l'American Institute for Research, l'AIR. 2 experts sont mandatés, la statisticienne Jessica Utts et le psychologue sceptique Ray Hyman. Leurs conclusions sont l'un des documents les plus fascinants de tout ce dossier, parce que les 2 experts arrivent à des conclusions diamétralement opposées à partir des mêmes données. Jessica Utts, la statisticienne, conclut que les résultats sont réels. Elle écrit que les données démontrent un effet statistiquement significatif, que les voyants de Stargate ont obtenu des résultats supérieurs au hasard de manière répétée, dans des conditions contrôlées, à un niveau qui ne peut pas s'expliquer par la chance seule. Elle ne prétend pas savoir comment cela fonctionne. Elle dit juste que ça fonctionne. Ray Hyman, le sceptique, répond que les méthodes expérimentales du programme présentaient trop de failles pour que ces résultats soient valides. Il pointe l'absence de réplication indépendante, les possibilités de fuite d'informations entre les sessions, le conflit d'intérêts majeur du principal chercheur qui était à la fois juge et partie. Il dit que l'effet observé n'est pas prouvé de manière convaincante. Les 2 ont partiellement raison. Voilà le problème avec le projet Stargate. On ne peut pas le réfuter entièrement, et on ne peut pas non plus le valider entièrement. Il se situe exactement dans cette zone grise que la science déteste, trop documenté pour être ignoré, mais pas assez rigoureux pour être accepté. Ce que la CIA a finalement décidé, c'est pragmatique. Elle a dit, même si les faits existent, nous ne pouvons pas l'utiliser opérationnellement. Les informations obtenues par vision à distance sont trop vagues, trop ambiguës, trop difficiles à distinguer pour guider des opérations de renseignement concrètes. Ce n'est pas assez fiable. Et elle a fermé le programme. Mais elle n'a jamais dit que les faits n'existaient pas. Ce qui pose une question qui n'a jamais été résolue. Si les faits existent,
Si certains êtres humains peuvent, dans certaines conditions, obtenir des informations sur des endroits qu'ils n'ont jamais vus par un mécanisme que la science ne comprend pas, alors que se passe-t-il dans ce laboratoire quand le voyant ferme les yeux et commence à parler? Que se passe-t-il dans l'esprit d'Ingo Swain quand il décrit les installations d'une base soviétique à partir d'une enveloppe fermée? Nous ne savons pas. Et ça, plus que tout le reste, est peut-être la chose la plus troublante de tout ce dossier. Pas que la CIA ait financé un programme de voyance. Ça, on peut l'expliquer par la paranoïa de la guerre froide, par la compétition avec les soviétiques, par les excès des agences de renseignement qui ont caractérisé cette époque. Ce qui est troublant, c'est que 20 ans de données et des millions de dollars plus tard, les scientifiques mandatés pour évaluer le programme ne sont pas arrivés à prouver que ce n'était pas réel. Le 30 juin 1995, la CIA ferme officiellement le projet Stargate. Elle publie ses archives. Les journalistes s'emparent du dossier pendant quelques semaines. Puis le monde passe à autre chose. Mais quelque chose reste. En janvier 2017, la CIA met en ligne l'intégralité des archives CREST. 13 millions de pages de documents déclassifiés couvrant ses opérations depuis sa fondation. Parmi eux, des centaines de pages sur le projet Stargate. Des transcriptions de sessions, des évaluations, des mémos internes, des budgets. Ces documents sont publics, gratuits, accessibles sur le site de la CIA ce soir même si vous le souhaitez. Et ce qu'on y lit est vertigineux, pas parce que ça prouve que la télépathie existe, mais parce que ça révèle l'étendue de ce que le gouvernement américain est prêt à explorer quand il a peur. Les sénateurs américains ont financé des sessions de voyance. Les généraux de l'armée ont signé des ordres de mission pour des espions psychiques. Des agents de la CIA ont retranscrit soigneusement les descriptions d'une civilisation martienne disparue il y a 1 million d'années. Et pendant 20 ans, tout cela s'est passé dans le secret, dans des pièces sans fenêtres, dans des baraquements vieux et qui fuyaient à Fort Meade dans le Maryland. Aujourd'hui, Joseph McMoneagle continue de pratiquer la vision à distance depuis chez lui en Virginie. Certains des anciens voyants de Stargate ont créé des entreprises privées qui vendent des formations à la vision à distance. D'autres ont écrit des livres. D'autres encore sont retournés à l'anonymat et n'ont jamais parlé publiquement de ce qu'ils ont fait. Les soviétiques de leur côté avaient bien un programme de recherche psychique. Il a aussi lui été abandonné dans les années 90. Leur programme a coûté des sommes encore plus importantes que celui des Américains, mais leurs archives n'ont jamais été déclassifiées. Nous ne savons pas ce qu'ils ont trouvé. Ce que nous savons, c'est que 2 des plus grandes puissances militaires du monde ont passé 2 décennies et des dizaines de millions de dollars à se demander si l'esprit humain pourrait traverser les murs, voir à travers les continents et percevoir des réalités que les yeux ne peuvent pas atteindre. Et aucune des deux n'a trouvé de réponse définitive, ce qui signifie que la question reste ouverte. Ce que votre esprit peut faire, vraiment faire dans ses limites les plus extrêmes, personne ne le sait encore avec certitude. Et c'est peut-être la frontière la plus obscure qui existe. Non pas celle entre les pays ou entre le passé et l'avenir, mais celle qui se trouve à l'intérieur de votre propre cerveau. Obscura reviendra sur cette frontière.